c'est encore moi. Je vais vous parler dans les 3 quarts d'heure qui sont attribués des parents. J'en suis un. Et surtout d'une évolution sociétale par rapport à laquelle je me fais des soucis et que j'appelle l'individualisation de la responsabilité éducative. J'en parle plus longuement dans un petit livre qui est sorti il y a 1 an, où j'essaye de mettre en lien plusieurs évolutions des dernières années et qui touchent aux parents. Et je vais commencer par l'histoire des 2 John. 2 John qui sont séparés par 1 décennie seulement. Dans les années 30, ce livre de John Watson se vendait à 100 000 exemplaires. Donc c'est un livre qui s'adresse aux parents avec des conseils sur l'éducation parentale. Monsieur John Watson, c'est en fait le père fondateur du behaviorisme. Et il écrit dans ce livre, voilà, traduction de parole, donc c'est pas littéralement, mais je me demande sérieusement s'il devrait y avoir des foyers individuels pour les enfants, ou même si les enfants devraient connaître leurs propres parents. Il existe sans aucun doute des moyens beaucoup plus scientifiques d'élever les enfants qui traduiront probablement par des enfants plus fins, plus heureux. Je suppose d'ailleurs que les parents veulent que leurs enfants soient heureux, efficaces et bien adaptés à la vie. Dans ce livre, John Watson donne des conseils aux parents. Par exemple, ne mettez jamais votre enfant sur les genoux. S'il le faut vraiment, parce qu'ils ont fait quelque chose d'exceptionnellement bien, donnez-lui une petite tape dans le dos, mais sans plus. Il parle longuement de comment éduquer les enfants à la propreté. À partir de 6 mois, on les attache sur le pot, on les enferme dans la salle de bain sans aucun jouet, surtout sans leur parler. Et en fait, ils s'habitueront. Tout un livre comme ça, vendu à 100 000 exemplaires. 10 ans ou 20 ans après, l'autre John, Bowlby, qui nous dit que tout est dans l'amour maternel, que oui, il faut prendre votre enfant sur le joue, il faut le câliner, il faut l'aimer 365 jours par an, 24 heures par jour. John Bowlby. Vous le connaissez, l'attachement dans les premières années de la vie qui va compter tout au long de la vie. L'amour maternel dans la petite enfance est aussi important pour la santé mentale que les protéines et les vitamines sont pour la santé physique. Pourquoi cet exemple des 2 John dans le livre, j'en fais plusieurs. Ce petit écart dans le temps et un discours complètement contradictoire qui tous les 2 était dans leur époque le discours dominant. Qu'est-ce qui explique le fait qu'on change tellement d'avis sur ce qu'est la bonne parentalité? Il n'y a qu'une explication possible, c'est le contexte social, économique, politique, etc. Le premier John, le John Watson, c'est la période d'avant la Deuxième Guerre mondiale, c'est une période austère où tout est dans la pensée que l'important pour un État, pour une État-nation, était d'avoir comme on le disait dans ce temps-là, une race belle et forte pour une nation belle et forte. Puis est venue la guerre. Et qu'est-ce qui vient après la guerre? C'est le besoin d'amour, bien sûr. Et en plus, pendant cette Deuxième Guerre mondiale, toutes les femmes étaient dans des usines parce que les hommes étaient partis vers la guerre, faire la guerre, mais vers la guerre. Et quand la guerre était finie, on avait besoin des femmes au foyer pour refaire une génération. Donc, on voit bien que le discours sur le bon parent, il n'est pas indépendant du contexte social, économique, etc. Après ces 2 John, est venu l'autre Messie, le docteur Spock,
Toute une génération, la mienne, a été éduquée avec Dr. Spock sur la table de chevet de leur maman ou de leur papa, hein, moi inclus. Et qu'est-ce que dit M. Spock dans toutes les éditions, dans toutes les langues d'ailleurs? La première page est toujours la même. Trust yourself. Ayez confiance en vous-même, chers parents. Il nous dit, chers parents, vous en savez plus que vous le pensez. C'est étrange quand même comme message. Hein? Vous en savez plus que vous ne savez. Donc, vous êtes bien malin, mais pas aussi malin que ça. Et il dit, dans son introduction, n'ayez pas confiance à tout le monde qui va vous donner des conseils. Ayez confiance en vous-même. Suivez, chère mère, votre intuition. Et puis après, suivent 705 pages de conseils. C'est paradoxal, madame. Aujourd'hui, je ne sais pas pour la Suisse, je ne connais pas suffisamment bien. En Belgique, là où je travaille, le livre le plus vendu avec des conseils aux parents, c'est celui-ci. Et ce qu'il nous dit, je traduis littéralement de ce que ce livre dit, il dit, il ne faut pas seulement que ce soit juste dans votre tête, la manière dont vous éduquez vos enfants. Il faut aussi que vous vous sentiez bien. Venons-en à l'authenticité. Si vous êtes un parent authentique, ce que vous dites à vos enfants, les limites que vous fixez, les valeurs et normes que vous voulez leur transmettre vous semblent justes. Cela vous donnera un sentiment de liberté. Pour être authentique, il faut se connecter à soi-même. Elle commence son livre avec la même chose que Dr. Spock. Elle commence à dire, ne prêtez pas attention à tous les conseils qu'on va donner, ayez confiance en vous-même. Puis elle nous explique qu'il faut être authentique. Puis après, dans le reste de son livre, elle nous explique qu'être authentique, c'est extrêmement difficile. Qu'il faut se défaire des choses intuitives ou je dirais inconscientes qu'on a dans le rapport avec nos propres parents, qu'il y a tout un travail psychanalytique à faire. Elle peut le faire pour vous, si vous allez en thérapie chez elle. Mais ce que je veux dire, c'est que les conseils pour parents, ce qu'est l'image du bon parent, eh bien, ils changent de temps en temps, parce que les contextes changent. Ça nous aide à réfléchir, mais c'est quoi le discours aujourd'hui sur le parent? C'est quoi l'image qu'on véhicule aujourd'hui sur ce qu'est un bon parent? Et c'est beaucoup le me, myself and I, c'est beaucoup une individualisation, l'authenticité. C'est quoi être authentique? Ce souci de soi. Et donc on le voit sur beaucoup de sites internet, par exemple ici, être parent d'un ou de plusieurs enfants, c'est un travail qui requiert beaucoup de patience, car élever un enfant est loin d'être une mince affaire. C'est pour cette raison que de nombreux parents ont recours à l'aide d'un coach. Je vais revenir au coach. Et en développement personnel. Oui, il nous faut un coach pour nous développer. Développement personnel. Donc c'est vraiment, on est dans cette période, me, myself and I. Car les parents, ne savent plus comment procéder avec leur bambin. Petit tour d'horizon sur le sujet. Donc, le parent, il doit surtout travailler sur soi et il est incompétent de le faire sans aide d'une tierce personne. Ça, c'est le message qu'on a aujourd'hui. Il s'agit du souci de soi et de l'individualisation des responsabilités parentaux. Ça, c'est la ligne rouge de ce que je voudrais vous raconter cet après-midi. Ce discours sur l'éducation des jeunes enfants en général et sur la parentalité en particulier, elle est beaucoup influencée aujourd'hui, beaucoup plus qu'hier, je pense, par les neurosciences et l'économie. Donc il y a une certaine économisation du discours sur l'éducation. Par exemple, cette graphique de James Heckman, qui a une autorité spéciale parce qu'il a gagné le prix Nobel de l'économie. Son prix Nobel n'avait rien à voir avec la petite enfance. Mais il a fait ce graphisme
pour dire que l'investissement dans les premières années de la vie est beaucoup plus rentable, il y a plus de retour sur investissement que dans d'autres périodes de la vie. Il y a cet autre graphique qu'on trouve partout en Europe dans des documents scientifiques, dans des documents politiques, etc., qui nous dirait quelles seraient les périodes critiques du développement et qui fait l'amalgame entre périodes critiques et périodes sensibles. Pourtant, c'est une différence importante. Si vous avez un petit chat qui vient de naître et vous lui bandez les yeux, ne faites pas ça chez vous. Pendant plusieurs semaines, et vous enleverez le bandage après, ben, il ne verra plus jamais. Parce que les nerfs ne sont pas faits entre les yeux et le cerveau, et ça ne se rappera plus. Il ne faut pas l'essayer. Donc ça, c'est une période critique. Pour l'humain, il y en a peu. Vous voyez, le langage, l'orange. Et après 7 ans, c'est presque terminé. Mais on sait tous quand même que les adultes sont encore capables d'apprendre une langue. Moi, il y a 2 ans, j'ai appris l'italien avec des jeunes étudiants. Bon, c'est vrai qu'eux progressaient beaucoup plus vite que moi, mais j'ai quand même réussi. Donc, ça nous donne une idée. En fait, on fait un peu criser cette technique, je ne vais pas m'éloigner trop là-dessus, mais c'est une graphique qui nous transmet une image qui scientifiquement n'est pas valide, celle d'Ekman non plus d'ailleurs. Il y a plusieurs économistes qui ont refait l'étude et qui ont trouvé tout autre chose. D'ailleurs, Ekman a répondu, disant que oui, mais ça figure, il ne faut pas la prendre à la lettre, c'est une métaphore. Mais c'est quand même ça l'image qu'on nous donne. L'image qu'on nous donne des premières années de la vie comme déterminant tout ce qui viendrait après. Avec la neuroscience, c'est-à-dire argumentée par la science de comment évolue le cerveau du bébé. Et si l'importance de l'éducation du jeune enfant, elle est à voir dans le cerveau, ça veut dire que vous et moi, on n'y voit rien. Hein. On a besoin de spécialistes qui sont spécialistes d'interpréter toutes ces images dans leur écran pour nous dire ce qu'est l'intérêt de l'enfant. Parce que nous, on n'y voit plus rien. Le profane, il n'en voit plus rien. Et les neurosciences risquent bien d'ajouter une nouvelle couche d'incompétence à la parentalité, et aux parents, et aux éducateurs aussi d'ailleurs. Voilà. Et ça prête à des situations quand même assez rigolotes, ou tristes, ça dépend du point de vue. Voici une campagne du NHS, donc le service de santé national du Royaume-Uni, qui nous explique « Sometimes I just need a hug », qu'il faut câliner notre enfant parce que c'est bien pour le développement de son cerveau. Alors, est-ce qu'on avait besoin de neurosciences pour nous dire que c'est chouette de prendre un enfant dans ses bras? Est-ce qu'on avait besoin de neurosciences, comme nous dit l'UNICEF, pour nous dire qu'il faut nourrir l'enfant, physiquement et émotionnellement? Ce discours neuroscientifique, ou pseudo-neuroscientifique, parce que je ne parle pas des neurosciences, là, soyons très clairs, je parle de l'utilisation des neurosciences par des non-neuroscientifiques. C'est une nuance importante. Elle nous mène à un discours sur les 1000 premiers jours. L'origine de ce discours des 1000 premiers jours, de la métaphore, parce que c'est une métaphore, des 1000 premiers jours, elle vient d'un discours de Hillary Clinton sur la malnutrition dans le pays en voie de développement. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on entend aujourd'hui quand on parle des 1000 premiers jours. 2 citations du site français 1000premiersjours.fr, le site officiel du gouvernement français sur les 1000 premiers jours, qui nous dit les 1000 premiers jours, c'est une période qui va du début de la grossesse à 2 ans d'enfance. Cette période est reconnue comme donc ça veut dire qu'on est tous d'accord, hein. On ne peut pas ne pas être d'accord. Hein. Cette période est reconnue comme très particulière et déterminante pour la santé par les scientifiques du monde entier. Donc, critiquer ça, ça veut dire découvrir pourquoi
en mots puis en vidéo, les 1000 premiers jours, les fondations de la santé pour toute la vie. Donc ça veut dire, chers parents, si dans ces 1000 premiers jours, vous ne faites pas exactement ce qu'il faut, eh bien c'est foutu. Vous pouvez choisir n'importe quelle langue du monde, vous trouverez un livre sur les 1000 premiers jours. C'est vraiment un discours devenu un discours extrêmement dominant. Hein. On le trouve dans tous les pays, dans toutes les langues. Frank Furedi, c'est un sociologue britannique qui dit que ce discours sur les 1000 premiers jours, qui est alimenté par les neurosciences, mène à un déterminisme infantile. Ça veut dire un déterminisme qui nous dit, voilà, ce qui se passe dans les 1000 premiers jours, ça va déterminer toute la vie de l'enfant. Il faut être sérieux. Est-ce qu'on pense vraiment que moi, que vous, on est le produit de ces 1000 premiers jours, qu'après, plus rien ne s'est passé de significatif dans notre vie qui nous a formés? Bien sûr que non. Mais c'est quand même une image qui est très fortement véhiculée et qui mène à ce que Frank Furedi appelle un déterminisme parental, c'est-à-dire cette idée insupportable à porter que ce qu'on fait dans ces premières années de la vie va déterminer tout l'avenir. Bref, cette idée de Heckman de la petite enfance ou de l'enfance comme un investissement et un retour sur investissement, avec en plus cette idée sur les 1000 premiers jours et cette utilisation des neurosciences, elle change profondément l'image qu'on a de l'enfant. Ça devient un capital qui doit être rentabilisé. Et la responsabilité sur cette rentabilisation, elle est bien sûr entre les mains des parents. Ça change l'image de l'éducation, ça change l'image du parent responsable d'une tâche incroyable et donc méfié pour ne pas être à la hauteur de sa tâche pratiquement insupportable. Troisième, j'en ai parlé ce matin, troisième cas de figure, dans le même sens, c'est cette marchandisation de la petite enfance. Je ne vais pas, j'en ai parlé ce matin, donc je ne vais pas continuer ça, mais il y a un autre aspect de cette marchandisation dont je voudrais vous parler, qui a rapport aux parents. Ça, je l'ai expliqué ce matin, donc je vais passer. On sait bien à quoi ça a amené quand on pousse plus loin cette marchandisation. C'est au scandale qu'on a vu en France. Il y a suffisamment de livres. Je vous conseille vivement la documentaire que Arte a fait sur le sujet. En Flandre, on n'a pas cette marchandisation, mais on a quand même eu, il y a quelques années, quelques crèches où des scandales graves se sont passés, un peu comme en France, avec d'autres raisons qui sont derrière, mais avec des conséquences graves aussi. Dans 2 cas de crèches qui ont été fermées pour cause grave, pour maltraitance grave d'enfants, j'ai rencontré les parents. À chaque fois, j'ai rencontré les parents qui étaient en pleurs et qui disaient, mais on se sent tellement coupable, on aurait dû voir, on n'a pas vu, ou peut-être qu'on n'a pas voulu voir, on aurait dû voir. Donc quand la crèche, par exemple, à Oudenaarde était fermée, j'ai été voir les parents qui étaient en colère, parce qu'ils avaient confiance dans leur crèche. Après, 15 jours après, le dossier judiciaire est devenu public, et les parents ont vu ce que leur enfant a subi. C'est des choses vraiment insupportables. Et donc, ils étaient en pleurs, ils disaient, mais on se sent coupable, on aurait dû voir. Et c'est ça, cette marchandisation fait du parent un client qui doit être satisfait et qui devient donc responsable de faire le bon choix. C'est l'idéologie du choix. Le marché libre, c'est ça. C'est la liberté des parents de choisir. Mais quand l'idéologie du choix, quand on prône l'idéologie du choix, ça veut dire qu'on est responsable du choix qu'on a fait. Alors que c'est bidon.
le parent qui se sent coupable parce que la crèche a maltraité son enfant ou les autres enfants, il n'est pas responsable. C'est une responsabilité publique que la crèche soit de qualité, pour utiliser ce mot. On a fait, j'ai raconté ce matin, l'étude qu'on a fait sur la qualité dans 400 lieux et après dans 300 lieux. En même temps, dans cette recherche-là, nous avons aussi demandé à tous les parents d'estimer la qualité de leur crèche sur plusieurs éléments. Il n'y a aucun rapport entre la qualité estimée par leurs parents et la qualité observée par nous. Aucun. Il y a des fluctuations que nous avons mesurées, il y a des fluctuations dans l'appréciation des parents. Il n'y a aucun rapport. Et en fait, c'est évident. D'abord, ce que nous, on considère important, cette interaction adulte-enfant, l'essentiel de cette qualité dont j'ai parlé ce matin, le soutien émotionnel, le soutien éducatif, elle se passe quand le parent n'est pas là, c'est évident. Et d'ailleurs, il est humainement impossible de ne pas avoir confiance dans le lieu où on apporte chaque matin son enfant. On deviendrait fou. Donc, cette idée du choix et du libre marché, elle renforce, elle donne une responsabilité aux parents, clients, consommateurs, qui est en fait insupportable. Mais la marchandisation de la petite enfance, elle va plus loin que les grands groupes commerciaux qui s'installent dans la petite enfance. C'est aussi dans la parentalité, dans le coaching de tout, coach du sommeil, coach de la nourriture, coach de ceci, coach de cela, coach de développement de soi pour le parent, etc. Ce qui est une autre forme de la marchandisation de la petite enfance. L'Internet est plein de ces coachs qui nous disent, voilà, être parent est une tâche extrêmement gratifiante, mais aussi très prenante, entre les soins aux nourrissons, le soutien familial, la gestion de la cuisine, le rangement de la maison, trouver du temps pour soi, encore le soi, là, peut sembler mission impossible. Pourtant, il existe des stratégies et des astuces qui peuvent vous aider à dégager un moment pour vous ressourcer. Voici quelques conseils pour y arriver. Et après, il y a aussi les tendances de beauté de l'été qu'on peut lire dans le même magazine. Et il y a tout un marché de coaching qui s'installe non seulement dans les magazines, mais aussi dans les personnes auxquelles le parent est censé, pour être un bon parent, est censé faire appel. Beaucoup de ces coachs partent, quand on voit sur l'Internet ce qui se présente, c'est beaucoup l'expérience individuelle. Moi, j'ai 3 enfants qui sont ceci ou cela, donc je suis expert dans ceci ou cela. Moi, j'ai moi-même fait une dépression, donc je suis spécialiste de la dépression. Le ADHD, on dit ça en français? Oui. TDAH. Moi, j'ai un enfant TDAH, donc je suis... Donc, l'expérience personnelle qui sert comme légitimation du coach, ce qui mène parfois à des avis extrêmement dangereux. Encore, je ne connais pas les exemples de la Suisse. En Flandre, ceci a fait quand même pas mal de bruit. Bodymap, un programme qui se vend dans les crèches, qui s'est beaucoup vendu en Flandre et en Pays-Bas dans les crèches, et qui apprend aux éducateurs et éducatrices de faire certains mouvements avec les enfants, ce qui préviendrait la dyslexie, le dyscalculie, etc. Et c'est toute une théorie sur le lien entre le physique et le cerveau qui est derrière, qui est tout à fait bidon. Il n'y a aucune évidence. Et ce qui est marrant, c'est qu'un groupe de scientifiques, de psychomotriciens et psychomotriciennes ont dénoncé cette pratique qui était tout à fait bidon, mais très commercial. Je veux dire, ça se payait à 600 € la séance de formation. Et puis ils ont produit
un dossier scientifique avec plein de citations, de recherches. Et les psychomotriciennes ont engagé des journalistes pour dire mais c'est bidon, il y a des articles, ils étaient cités, les psychomotriciennes étaient citées comme auteurs d'articles qui n'avaient jamais été écrits. Et le journaliste a interviewé la madame Bodinap et a dit mais voilà c'est bidon ce que vous dites, vous citez des articles qui n'existent même pas. Et la réponse c'était comme ça dans la une du journal, elle a répondu et pourtant on a utilisé la version payante de l'intelligence artificielle de ChatGPT. Donc, la commercialisation du soutien à la parentalité, il y a quand même beaucoup de dérives qui serait bien de dénoncer, mais elle s'opère dans un contexte, je crois qu'il fait beaucoup de soucis, d'une attaque beaucoup de la recherche. Comme si tout le monde pouvait faire n'importe quoi. On le voit aux États-Unis, on le voit en Hongrie, on le voit en Turquie, mais on le voit aussi dans des discours populistes de plus en plus chez nous aussi, que les scientifiques sont mal cotés. On ne les fait plus confiance. Et alors il faut quand même se poser la question, mais qui va alors juger de la nature de tous ces conseils qu'on fait aux parents qui sont quand même souvent dérisoires. Bon, bref, le langage du choix, du parent-client, masque les inégalités structurelles. C'est vrai que quand on dit c'est aux parents de choisir la bonne place, ça veut dire qu'il devient responsable de sa crèche, la qualité de sa crèche, mais le libre choix, il n'est pas réparti de manière égale. Ça dépend beaucoup du capital social, du capital culturel qu'on a. C'est un passage de la responsabilité publique ou de la responsabilité partagée à une responsabilité privée. Moi, je considère ça comme un élément important dans cette privatisation, individualisation de la responsabilité éducative. Donc, solution, plus de participation parentale. Mais quand on voit qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot, participation parentale, quand je vois ce qu'il y a derrière, c'est beaucoup la participation parentale, elle est instrumentalisée. Elle n'est pas une valeur en soi, non, elle est un moyen d'obtenir autre chose, c'est-à-dire la réussite scolaire, la réussite de l'enfant. Donc elle devient souvent encore une autre injonction. Avec des étudiants, auparavant, on a beaucoup étudié des curriculums, disent les Anglais, des référentiels, c'est ça, des référentiels de plusieurs pays, en Europe, mais aussi en dehors de l'Europe, sur qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot de participation parentale. Quand on voit les référentiels, et on se pose la question, quand on parle de participation parentale, à quoi ça sert? Quel est le but de la participation parentale et comment elle est opérationnalisée? Quels sont les moyens qu'on se donne pour faire participer les parents? Comment elle s'exprime au quotidien? Quand on voit dans les référentiels. Et ce qui est remarquable, un peu partout en Europe et même en dehors de l'Europe, c'est que ce qu'est la participation parentale, elle est presque toujours opérationnalisée sans aucune participation parentale. C'est les scientifiques, c'est les professionnels qui disent ce qu'est la participation parentale, à quoi ça sert et comment on va le faire. Alors il n'est pas étonnant que cette vision de participation parentale, elle va bien pour certains parents et moins bien pour d'autres. Surtout si on a une idée de ce que c'est, qui est établie sans dialogue avec les parents. Et c'est souvent une relation unidirectionnelle qu'on retrouve dans les référentiels. On va dire aux parents ce qui est bien pour lui et pour son enfant. On va lui expliquer comment on fait. Annette Laro est une chercheure des États-Unis qui a beaucoup travaillé là-dessus. Et
qui a en fait montré que cette manière, je dirais, standardisée de voir la participation parentale, elle pourrait très bien contribuer à agrandir encore l'écart éducatif plutôt que le rétrécir. Donc, la manière dont nous définissons et conceptualisons la participation parentale, elle pourrait aussi encore aggraver cette responsabilité du parent pour, par exemple, ce qui est de la réussite scolaire. Je vais vous donner un exemple. En Belgique, en Flandre, nous avions dans le gouvernement précédent, il y a quelques années, un ministre de l'Éducation qui avait lancé l'idée que tous les enfants, au début de la 3e année de l'école maternelle, donc 1 an avant qu'ils rentrent en école primaire, que tous les enfants allaient faire un test standardisé sur leur connaissance de la langue flamande. Le test était voulu pour donner à l'instit maternel une idée de qui sont les enfants qui demandent une attention particulière pour bien leur préparer à l'école primaire, ce qui est une idée légitime. Et bien sûr, après tout ce test, le résultat n'était pas étonnant. Ils ont montré que les enfants qui étaient, disons, un peu en arrière pour ce qui est de leur connaissance de la langue flamande étaient souvent des enfants qui, chez eux, ne parlaient pas le flamand. Ce n'est pas vraiment étonnant. Le discours du ministre était donc, il est bien prouvé que si des enfants ont un retard scolaire, c'est la faute des parents. Donc, il faut le faire quand même. Le ministre de l'Éducation, qui est responsable de la qualité de l'éducation, se défait de cette responsabilité pour dire c'est les parents. S'ils parlaient flamand à leurs enfants, tout irait mieux. C'est à eux de changer. C'est pas nous, l'école, qui va se demander mais qu'est-ce qu'on va faire, quelle place on donne au plurilinguisme, quelle place, qu'est-ce qu'on fait avec ça, comment on va aider les instituts à travailler ça. Non. Donc, pour moi, c'est un exemple de ce qu'appelle Popkewitz la pédagogisation du parent, qui devient responsable de plein de choses qui devraient être la responsabilité publique. Bien sûr, ça n'est pas un plaidoyer contre la participation parentale, soyons clairs. D'accord, je avance. Le soutien à la parentalité est de tous les temps, j'ai donné des exemples, mais je pense que il y a quand même 3 changements profonds, je vais accélérer un petit peu. La parentalité est aujourd'hui beaucoup moins quelque chose de comment on est, mais de ce qu'on fait. C'est une sorte de compétences qui doivent s'apprendre et une prévention de risques. Je trouve ça très élégant, c'est encore le site 1000premiersjours.fr. Dans la page d'entrée, vous scrollez en bas et vous voyez ceci. Chers parents, ça c'est la première page du site. Et vous pouvez cliquer sur toutes les choses et vous trouverez tous les dangers de la maison. Bienvenue sur le site de la parentalité. Tout ce qui peut aller mal, les brûlures, les produits chimiques, et de plus en plus aussi un scientisme sur les données probantes. On pourrait en parler longuement. Parler-Bambin est un bon exemple. Les recherches sur Parler-Bambin ont trouvé que les crèches utilisées par les Bambins n'avaient pas plus de meilleurs résultats que ceux qui ne l'ont pas fait. C'était la grande étude qui a été faite à Grenoble, pas très loin d'ici. Quelle est la conclusion? C'est qu'il fallait plus de parler Bambin pour que ça ait un effet. Bon. Donc, pour moi, la question sur ce soutien à la parentalité, c'est mais qui détermine ce qui soutient? Est-ce que c'est le scientifique? C'est le travailleur social ou est-ce que c'est le parent? Je crois que souvent le soutien à la parentalité, surtout s'il est individuel et individualisant, pourrait justement agrandir le problème qu'on voudrait résoudre. Là, je vais trop long.
Donc, ce que je vais dire très brièvement, parce qu'il n'y a plus de temps, je crois que cette idée de responsabilisation individuelle, elle va beaucoup avec le type de société dans lequel nous vivons, où c'est quand même beaucoup chacun pour soi, et où on parle en éducation, par exemple, dans nos valeurs de l'éducation, on parle beaucoup plus d'autonomie que de vivre ensemble. Je ne veux pas dire que l'autonomie n'est pas importante, mais où est cet équilibre où on prend soin de l'autre et pas seulement de soi? Voilà. Mais on n'est pas dans la file, on est la file. Donc c'est un discours individualisant dont on n'est pas seulement victime, chacun de nous, on est aussi acteur. Mais il y a des alternatives. Trop vite. Il y a toujours eu des alternatives. Il y a toujours eu des gens comme Bruno Chiari, j'en ai parlé ce matin à Bologne. Bruno Chiari a organisé, après la Deuxième Guerre mondiale, dans les cafés à Bologne, tous les vendredis de l'éducation. Ça se passait dans les bars, où on discute qu'est-ce qu'on va faire à l'éducation, entre philosophes, artistes, citoyens. Il y a Paulo Freire, il y a Malaguzzi, il y a tous ces gens. Pour moi, le fil rouge entre ces gens, c'est qu'ils ont mis des personnes ensemble. On a parlé, on s'est réunis, on s'est mis ensemble dans des groupes pour en parler. Je suis profondément persuadé que la résistance de ce discours, le noyau de la resocialisation de la responsabilité éducative, elle est chez vous. Elle est chez nous. Dans cette communauté éducative que vous êtes, que nous sommes, chaque dialogue qu'on fait sur le pas de la porte avec un parent, c'est une mise ensemble de cette responsabilité. Chaque réunion ou n'importe dialogue informel, du moment qu'elle est réciproque, du moment qu'elle est à l'écoute de l'autre, elle resocialise cette responsabilité. Chaque moment où on met en lien un parent avec un autre parent, c'est une micro-résistance envers ce discours individualisé. Je crois que la force de résistance, elle n'est pas dans les grands mouvements, elle est dans l'action au quotidien, dans la mise ensemble de problèmes où on se découvre tout à coup que ce problème que je pensais être à moi, et qu'on le partage et qu'on peut y réfléchir ensemble. Je crois que c'est dans l'accumulation de ces petits moments au quotidien que la résistance contre cette idée que j'appelle néolibérale de l'individualisation et la responsabilisation, que c'est dans ce quotidien-là que vous faites tous les jours, que nous faisons tous les jours, qu'est le noyau de la résistance. J'en appelle aussi à la communauté scientifique. Je crois que c'est important que les scientifiques, que les chercheurs mettent la lumière sur ces petites interactions de tous les jours, sur ce travail que font les éducateurs, les éducatrices, sur ce terrain fragile et fragilisé où la solidarité s'exerce au quotidien. L'individualisation de la responsabilité éducative met l'enfant en marge de la société. Ce n'est plus l'enfant qui est au centre, c'est d'autres intérêts économiques et d'autres qui sont au centre. Je suis persuadé que c'est les professionnels de la petite enfance qui peuvent vraiment, au jour le jour, être l'antidote de cette individualisation. Je vous en félicite et je vous en remercie.